Donc, je vais laisser Odile nous présenter d'une façon assez générale, avec des chiffres intéressants sur la santé. Donc, je te laisse faire. Donc, j'apporte des éléments généraux et ensuite on pourra rentrer dans le débat. Alors, si j'avais un slogan à dire, je dirais que la santé n'est pas une marchandise et que l'hôpital n'est pas une entreprise. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye en ce moment de faire. Et on peut dire qu'il y a urgence à l'hôpital. Hier, il y a eu des grèves partout, de tous les services d'urgence au niveau national dans les grands services. Il y a urgence pour le pouvoir d'achat, et Stéphane vous en parlera après, mais c'est 2 journées aujourd'hui qui ont été marquées par ces 2 urgences-là, pour l'hôpital et pour le pouvoir d'achat, parce que c'est vraiment important pour les gens. Donc il y a une campagne nationale de la NUPES sur ces 2 thèmes-là. Depuis 30 ans, le système de soins subit les conséquences des politiques libérales et austéritaires. C'est-à-dire qu'on essaye de privatiser quelque part tout doucement l'hôpital en faisant une entreprise. Alors que notre santé, c'est un bien commun. Si je note toutes les difficultés qui sont apparues, on note des difficultés d'accès aux soins croissantes, et notamment dans notre circonscription. On a du mal des fois à trouver un médecin. Les délais des rendez-vous sont rallongés. On a une pénurie de spécialistes énorme. Effectivement, il n'y a plus de spécialistes. Et 9% des médecins généralistes ont diminué au niveau du nombre entre 2010 et 2020. Donc on a beaucoup moins de généralistes, ce qui pose des tas de problèmes à des tas de personnes. Parce que moi je pense à des personnes âgées qui des fois ont besoin de voir un médecin, elles ne peuvent pas le voir avant une semaine parfois. Parfois c'est urgent. Donc les gens se retrouvent aux urgences et viennent encombrer les urgences, alors que peut-être il y avait besoin de faire des soins. Voilà. On a eu affaire pendant ces 20 ans à des fermetures d'établissements hospitaliers. Et souvent, ils ferment parce qu'on supprime des lits. On a supprimé, alors pour Macron, pendant les 5 ans, 17 600 lits d'hôpitaux ont été supprimés. Ce qui est énorme, alors qu'il y avait des besoins et qu'on était en période de pandémie. Pas l'oublier. Et quand les services ferment, c'est parce qu'il manque des soignants aussi. Il manque des techniciens, il manque des administratifs. Donc les personnels sont en souffrance. À l'hôpital, ils sont épuisés. Ils ont des tours de garde, des horaires qui sont insupportables, qui fait qu'ils ne peuvent plus être tranquilles pour s'occuper vraiment des gens. Et que la partie humaine, parfois, passe derrière la partie technique qui est super importante, bien sûr. Donc 20% des lits d'hôpitaux ont fermé par faute de personnel. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. 180 000 infirmiers ont changé de métier à cause des cadences, à cause de la mauvaise ambiance, à cause de tous les problèmes rencontrés à l'hôpital. Ce qu'il faudrait, ça serait sortir de la T2A. Alors, c'est quoi la T2A? C'est une tarification à l'activité. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire soigner dans un hôpital, si vous faites un acte de radiologie, c'est noté que vous avez fait un acte de radiologie. Et vous serez remboursé, vous paierez sur cet acte et la Sécu remboursera. Donc on est dans quelque chose de marchand. Tout est vécu comme une valeur marchande. L'acte de chirurgie, l'acte de radio, le soin qu'on donne au bébé, tout est quantifié. Alors que l'hôpital doit, à mon avis, soigner la personne. Parce que la personne, elle est unique, elle est entière. Et là, c'est une psychomotricienne qui vous parle. Donc, on doit prendre le patient dans son ensemble. Et la maladie, en général, se passe mieux quand on gère la personne dans son ensemble, avec son histoire, avec les autres difficultés qu'elle peut avoir, etc. Ça, ils n'ont plus le temps de le faire. Parce que les horaires sont terribles. Donc, on est dans une politique du chiffre et on a des conflits d'intérêts par rapport au budget de la sécurité sociale. On nous dit couler alors que il faut avoir les chiffres. Plus d'une personne sur 3 a renoncé aussi à des soins par manque d'argent. Et ça, dans un pays riche comme la France, ça me pose un sacré problème. Autre personne dans la tourmente, ce sont les médecins généralistes. La suppression du numerus clausus en 2019, c'était un bon plan de com'. Mais en fait, ils l'ont supprimé, mais il n'y avait pas de lieu, ni ils ont augmenté les lieux de formation pour les médecins, ni dans les universités, ni dans les hôpitaux. Ça fait que, à part le plan de communication, ça n'a pas servi à grand-chose et on n'a pas des médecins en plus. Et il faudra encore une autre formation de médecins pour qu'on en ait à nouveau. Donc, c'est pas ça. On note aussi les surcharges
aux urgences à cause du manque de généralistes. Hein, les gens, quand ils ne trouvent pas de médecin, ils vont aux urgences, des fois pour un petit bobo, et ça surcharge les urgences qui devraient gérer normalement que les urgences. Par contre, si je fais ce bilan qui est quand même pas formidable, les firmes pharmaceutiques, elles se sont enrichies énormément. Il y a 5 principales industries pharmacologiques qui ont fait plus de 241 milliards d'euros de revenus en 2019. Les actionnaires ont vu leurs dividendes augmenter de dizaines de milliards. Oh. Les vaccins Covid, c'est exactement 1 000 $ de bénéfices par seconde. Il faut l'avoir dans la tête. Alors que 70% des pays pauvres n'ont pas eu accès à ces vaccins dans le même temps, puisque les brevets ne sont pas levés. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire du programme NUPS? Je vais vous le dire très très vite, et puis après on pourra discuter. On voudrait constituer justement, reconstruire le service public de soins primaires. Les soins primaires, c'est les premiers soins qu'on peut avoir besoin. Et pour ça, on a besoin de centres de santé pluridisciplinaires, qui soient publics, avec des médecins salariés. Ce qui n'évacue pas le privé. Il peut y avoir des centres, et on a besoin aussi des centres privés, mais il faut un service public obligatoire dans toutes les régions, adapté au territoire, à la population et aux besoins, qui sera un service public où les personnes auront accès à aller à moins d'une demi-heure en voiture. Mais ça doit être fait. C'est dans le programme, il y aura les budgets débloqués pour ça. Donc il faut refaire le service public en articulation avec ces services de santé. C'est-à-dire quand ils travaillent ensemble, si une personne a besoin d'être plus soignée, l'hôpital public est là pour y répondre. Donc il faut réorganiser également tout le secteur médico-social et le secteur psychiatrique, qui est toujours l'enfant pauvre. Et là, il y a un gros boulot à faire. Faire un pôle public du médicament, ce qui évitera ces milliards gagnés, permettra une indépendance des spécialistes et des médecins, puisqu'ils ne toucheront pas de l'argent, donc ils pourront faire de la recherche en toute autonomie et indépendance, et entraînera une transparence à toutes les étapes de fabrication du médicament. Ça va aider la recherche autrement, je pense. Et le 100% sécu, ça c'est important. Pour la santé générale, les dents, l'audition et l'optique, pardon, je cherchais mes mots. En intégrant toutes les complémentaires dans le 100% sécu. On va gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que les complémentaires qui perdent beaucoup d'argent en frais de gestion et en marketing, c'est énorme leur marge marketing, tout ça va être remis dans la sécu. Les gens ne seront pas au chômage puisqu'ils viendront travailler dans ce pôle général. Donc ça sera solidaire puisqu'il y aura la même couverture pour tous les âges. Vous savez qu'en ce moment, plus vous vieillissez, plus vous payez très cher vos mutuelles. Ce qui n'est pas... et il y a des gens qui ne peuvent plus se payer de mutuelle. Ce n'est pas avec une petite retraite de 800 € pour beaucoup qu'on peut payer 200 € de mutuelle. Surtout si on a un loyer. Donc ça va être des choses très très importantes. Ça sera simple à financer à cause de tous ces frais de gestion et puis les primes qu'on versait complémentaires qui seront adaptées aux revenus des gens vont être de l'argent qui va rentrer au lieu d'aller dans des services privés. Pour les pandémies, on risque d'en avoir d'autres. Il faut faire un fonctionnement par roulement qui a été demandé pour l'école. Alors là, c'est une question d'organisation. Ils n'ont pas su organiser. Pour le travail et pour les transports. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas la société, mais on s'organise à travailler par roulement. Les masques doivent être gratuits également. Les familles qui ont plusieurs enfants et qui n'ont pas beaucoup de revenus ne peuvent pas acheter des masques tout le temps. Qu'on soit d'accord ou pas, après ça peut être un autre débat. Il faudrait installer des purificateurs d'air dans tous les lieux fermés publics, notamment les écoles. Ce n'est pas compliqué à faire et ça éviterait beaucoup de choses. Et puis abroger, ça on y tient, toutes les lois d'urgence sanitaire, les lois du pass sanitaire et du pass vaccinal. On soigne les gens, on met tout le monde à la santé, mais il n'y a pas d'atteinte à la liberté individuelle. Il y a la liberté de faire ce qu'on veut avec son corps. Voilà. Mais on soigne, on évite bien sûr les épidémies, mais tout sera mis sur la table de manière plus transparente. Voilà. Et puis on a un gros travail de prévention à faire avec la médecine du travail dans les écoles. Tout ça, ça a été abandonné, il manque de personnel, et il y a un gros travail à faire au niveau de la prévention, donc des recrutements et des emplois. Voilà, c'est très général.
mais je dirais que le travail est énorme. Merci Odile pour cette présentation.